Il y a un peu plus de 12 000 ans, ce coin du monde fut le théâtre d'une révolution fondamentale. Sous la brûlure insistante du soleil, des hommes ont pour la première fois développé les gestes du semis et de la récolte, puis se sont organisés en communautés élargies, créant les premiers modèles de cité. Ainsi est née la civilisation. La Syrie, plus que tout autre, a vu naître ce nouveau mode de vie qui, aujourd'hui encore, régit nos sociétés modernes. Grâce à ses inventions, sa richesse culturelle et aux liens qu'elle entretenait avec des peuples voisins, cette portion de terre fut le creuset et le carrefour de plusieurs civilisations, qui toutes jouèrent un rôle déterminant dans l'histoire de l'humanité, sa condition, son devenir. Si l'Occident tout entier bénéficie aujourd'hui de cet immense héritage, quelle tradition le pays actuel conserve-t-il de ce passé aussi prestigieux que lointain ? Pour une bonne moitié de son territoire, la Syrie est un désert steppique, où vivent les Bédouins. Au cœur de ce vaste océan aride, quelques sources sont à l'origine d'oasis comme Palmyre, l'antique Tanmor. À l'est, des gisements de phosphate et des champs pétrolifères constituent les deux principales ressources naturelles du pays. Dans cette région, la steppe est baignée par l'Euphrate et le Rabour, le long desquels s'épanouit jadis la civilisation mésopotamienne, l'une des plus anciennes et des plus novatrices de l'humanité. À l'ouest, la Syrie déploie une diversité de paysages dessinés par les plateaux basaltiques du Haut-Rhan, la vallée de l'Oronte et les plaines du littoral. Située au carrefour de plusieurs mondes, la région attira au cours de son histoire Égyptiens, Hébreux, Nabatéens, Perses, Grecs et Romains, avant d'être définitivement conquise par la civilisation islamique. Considérée aujourd'hui comme le plus grand État du Levant, la Syrie recouvrait dans l'Antiquité une toute autre réalité territoriale. Le terme lui-même est arrivé assez tardivement, et tout particulièrement lorsque on a voulu désigner à l'époque romaine la Grande Syrie, qui est un espace géographique qui va de la Méditerranée au bassin de l'Euphrate et du nord, depuis le Taurus, jusqu'au Sinaï au sud. C'est un paysage très diversifié, des régions très différentes les unes des autres. Il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas de structure interne cohérente. C'est un espace qui peut se dilater, qui peut se refermer. Ce n'est pas une réalité géographique très, très bien définie. La République arabe syrienne compte actuellement 19 millions d'habitants, inégalement répartis sur le territoire et essentiellement concentrés le long des côtes dans la partie ouest du pays. Majoritairement peuplé d'Arabes levantins du Nord, comprenant 57% de Bédouins, l'État syrien abrite également un grand nombre de minorités non arabes, dont les plus importantes sont les Kurdes et les Arméniens installés au nord. Malgré la mixité des origines de sa population, le pays s'exprime officiellement en arabe.
Il compte également une douzaine d'autres langues sémitiques, parmi lesquelles le kurde et l'araméen, qui était la langue du Christ. Et c'est là l'une des premières permanences culturelles. Le grec est venu, le perse est venu à certains moments, le latin est venu, mais ces langues, même si elles ont laissé des traces, ne se sont pas complètement implantées au détriment des langues sémitiques. Et en revanche, il y a eu de nouveaux arrivages de langues sémitiques. Après toutes les langues amorites du début du deuxième millénaire, un millénaire après, il y a eu l'araméen, puis de façon massive, à partir du 7e siècle, il y a eu l'arabe, autre langue sémitique. Donc, continuité manifeste dans le type de parler. Globalement, ce sont des langues sémitiques qui dominent depuis 4 ou 5 000 ans la région. « 12 000 ans d'histoire, 36 civilisations et un nom, Cham, qui en arabe signifie le pays du soleil levant. » Malgré sa longue et riche histoire, née sous des astres prometteurs, les préjugés actuels envers le monde arabe font que la Syrie est souvent perçue presque exclusivement dans sa dimension politique et religieuse. Une vision qui réduit l'identité complexe de ce territoire à 3 mots: dictature, islamisme et terrorisme. Comprendre la Syrie dans sa réalité nécessite de recouvrer la mémoire des origines et de dérouler le fil de sa destinée. Cadre naturel dans lequel s'est épanouie la civilisation mésopotamienne, la vallée de l'Euphrate vit la naissance de l'agriculture. Si aujourd'hui l'Occident possède le blé, l'orge, la chèvre et le mouton, c'est parce qu'un jour des gens de cette région, où ces espèces existaient à l'état sauvage, ont eu l'envie de se les approprier. C'est entre le 7e et le 4e millénaire que les chasseurs-cueilleurs de Mésopotamie se rendent maîtres de l'eau et de la terre. Afin de faire face successivement aux longues périodes de sécheresse, mais également aux fortes crues du fleuve, ils mettent progressivement en place réservoirs, barrages et canaux d'irrigation. C'est ainsi qu'ils développent la culture de plantes céréalières et de légumineuses, ainsi que l'élevage transhumant des animaux. Depuis ces temps reculés, l'agriculture s'est largement diversifiée et intensifiée. Le contrôle des ressources hydrauliques et la création de stations de pompage ont permis d'étendre considérablement le rayon des cultures. Le coton, introduit en Syrie à partir du 7e siècle de l'ère chrétienne, représente aujourd'hui l'une des plus importantes productions du pays, avec le maïs et la betterave. En dépit de la modernisation, les forces traditionnelles sont encore très présentes dans les pratiques agricoles et d'élevage. Le mouton, par exemple, continue à être élevé selon des formes assez traditionnelles d'élevage transhumant, semi-transhumant, des bêtes qui vont circuler toute la journée dans des endroits où il y a un petit peu à grappiller, mais où on ne leur donne pas les meilleures terres. Donc ça, c'est une forme très traditionnelle que l'on peut voir encore. Tant que l'extrême modernité ne se met pas en place pour l'agriculture, les modes d'exploitation agricole sont très voisins. Lorsque l'on a affaire à des pasteurs, les forces traditionnelles sont généralement présentes.
L'évolution cruciale que l'homme a connue ici, à l'aube de son histoire, marque le point de départ de la transformation réelle et irréversible des modes de vie humains. La domestication animale et végétale et la nécessité de conserver les denrées amenèrent les Mésopotamiens à concentrer leurs forces, provoquant du même coup une multitude de transformations en chaîne. La première d'entre elles est le développement des villages. Puis les hommes de la vallée de l'Euphrate inventent le four, la céramique, la métallurgie et la roue. Dans la foulée, ils mettent en place un système d'échange de denrées et de matières premières par voie d'eau entre l'Anatolie au nord et le golfe arabo-persique. Toutes ces innovations engendrent très vite les premières formes de pouvoir, lesquelles jouent un rôle déterminant dans le phénomène d'urbanisation de la région. C'est ainsi que naissent les premières cités, dont la redécouverte au XXe siècle a renouvelé la connaissance que l'on avait des premiers pas de l'urbanisme. La cité, évidemment, c'est un point essentiel. Il ne faut pas oublier que si le village est né dans des régions syriennes, de croissant fertile, il y a 10 000 ans, la ville, elle, est née aussi dans le même espace du Proche-Orient, peut-être un tout petit peu plus tard en Syrie que dans la Mésopotamie sumérienne, mais enfin la différence est relativement minime. Et ce qui est certain, c'est que se met en place au IVe millénaire une organisation de la société centrée sur la cité. Et depuis, c'est-à-dire depuis 4 à 5 millénaires, la vie tourne autour de la cité. Donc il y a là une permanence institutionnelle qui est très très forte et un mode de vie qui est très très fort. Sous cet amas de terre informe dort l'une des plus anciennes cités de Syrie, mais aussi l'une des premières villes du monde. Ici se dressait jadis la cité-État de Mari, mentionnée dans les listes royales de Sumer, et dont la tradition biblique faisait le siège de la 10e dynastie après le déluge. Découvert en 1933, le site livre très vite les ruines d'un palais du 2e millénaire, aux proportions spectaculaires et inégalées en Mésopotamie. Malgré les ravages du temps, ce dernier est le seul à avoir conservé autant d'indices permettant d'ouvrir le livre d'une histoire vieille de 5000 ans. Jean-Claude Margueron a dirigé les fouilles de Mari de 1954 à 2004. Les travaux ont révélé l'existence de 3 villes successives, dont la première remonte au début du 3e millénaire avant l'ère chrétienne, au moment où les Sumériens, établis sur les terres de l'actuel Irak, inventent l'écriture. Fondée sur l'Euphrate pour contrôler le trafic fluvial et développer une industrie métallurgique, Mari fut pensée et bâtie d'un seul jet, par une volonté politique. Dès ses origines, la cité est pourvue des traits urbanistiques essentiels. Un plan circulaire, un rempart doublé d'une digue et un canal artificiel qui lui assure son approvisionnement en eau, ainsi qu'un accès direct à l'Euphrate. Après un temps d'abandon, Mari est rebâtie, se densifie et se dote d'un palais, véritable moteur politique, économique et religieux de la vie de la cité. Détruite 350 ans plus tard par des invasions, la ville renaît une 3e fois et prospère jusqu'à sa destruction définitive en 1760 par le célèbre Hammurabi de Babylone.
La découverte de Marie montre ainsi que la tradition urbaine, liée aux échanges commerciaux, est très ancienne en Syrie. L'archéologie et l'épigraphie ont également permis de recueillir quantité d'informations sur l'organisation architecturale d'un palais royal au début du deuxième millénaire. Ce dernier, qui ne comptait pas moins de 300 pièces, était divisé en deux grands corps. Le premier comprenait une aire sacrée, ainsi que le secteur des grandes réserves du royaume. Le second corps était à la fois privé et officiel. S'y trouvait la maison du roi, les lieux de réception et les quartiers administratifs. Ce second ensemble abritait également la maison des femmes, ou harem, agrémenté de jardins suspendus. Le palais, découvert en 1933, date de la troisième fondation de la ville et n'est pas le palais d'origine. Celui-ci, encore enfoui, est actuellement en cours de dégagement. Cependant, les premiers résultats obtenus indiquent qu'à peu de choses près, les deux palais fonctionnaient de manière similaire. Une fois franchi la porte monumentale, farouchement gardée, le visiteur traversait un long couloir avant d'accéder à une première grande cour. De là, une autre porte le menait jusqu'à la cour du palmier, dont l'arbre symbolisait la prospérité de Marie. Sur l'un des hauts murs de la cour figurait la seule composition picturale qui ait été retrouvée au Proche-Orient, sous forme de tableau. Cette peinture représente l'investiture. Au centre de la composition, le souverain reçoit des mains de la déesse de la guerre et de l'amour, Ishtar, le sceptre et le bâton, symbole du pouvoir. Le visiteur traversait ensuite un vestibule avant d'accéder à la salle du trône. D'après les textes, on sait que la maison royale était richement décorée de peintures murales et confortablement meublée de coffres en marqueterie et de tapis. Des baignoires ou hammams enfin servaient aux soins corporels. Et puis il y avait le confort exceptionnel. Le roi possédait des glacières souterraines où s'entassaient des chargements de neige en provenance des montagnes du Nord. Un privilège et un art de vivre que le souverain partageait avec quelques rares hôtes de marque, ou bien encore avec les femmes du harem. La Syrie fut ainsi l'une des premières régions à jouir des bienfaits de la civilisation. À l'heure où Marie s'éteignait à jamais, une autre cité fleurissait à quelques centaines de kilomètres de là, au cœur de la steppe syrienne. Mentionné dans les archives de Marie, Tadmor fut fondé au deuxième millénaire avant Jésus-Christ par une tribu amorite. La cité, dont le nom signifie palmier en langue sémitique, doit sa naissance à la présence de plusieurs sources et à sa situation privilégiée au croisement des grandes voies de communication entre Orient et Occident. Verte respiration au cœur d'une terre aride, l'oasis de Tadmor devient très vite une étape idéale pour les caravaniers. Son essor est avant tout l'œuvre des Palmyréniens, ces fils du désert, nomades avant tout, dont les plus hardis n'hésitaient pas à parcourir de très longues distances, par voie de terre et de mer.
Devenue Palmyre sous domination romaine, la cité est au IIe siècle de l'ère chrétienne l'une des plaques tournantes du commerce international. Son architecture monumentale, ornée d'un riche décor, témoigne aujourd'hui encore de cette activité prospère. La ville s'articule à l'intérieur d'une enceinte autour de deux grandes rues à colonnades qui se croisent, le Cardo et le Decumanus. Ces deux artères principales constituaient le domaine de la vie quotidienne, le centre névralgique de cette cité commerciale. Les portiques qui abritaient de nombreux commerces attiraient une foule colorée et hétéroclite dans le plus grand brouhaha. De fait, ces grandes rues préfigurent les souks, qui plus tard s'y installeront au début de l'ère islamique. La présence successive des Grecs et des Romains n'a pas pour autant gommé les origines sémites de Palmyre. Protégeant leur identité et ayant fait leur fortune, ces habitants sont devenus si puissants que leur dernière souveraine, Zénobie, eut toutes les audaces. Elle osa défier Rome, ce qui provoqua la chute de la cité. Plus de 20 siècles après sa destruction par les légions romaines, l'antique Palmyre a encore fière allure. Malgré ses métamorphoses successives au gré des aléas de l'histoire, et contrairement à Marie, la ville demeure vivante. Aujourd'hui, elle porte à nouveau son nom sémitique de Tanmor. Dans quelle mesure les cités syriennes ont-elles évolué au fil du temps? L'organisation traditionnelle a connu une évolution. Elle n'est pas absolument identique quand on s'occupe de l'âge du bronze, quand on voit l'âge du fer, l'époque hellénistique et romaine, ou les temps postérieurs, c'est-à-dire ceux de l'islam. Et en réalité, les villes sont restées aux mêmes endroits. Il y a eu parfois des fondations ou des refondations, mais le principe de la fondation est déjà quelque chose de très ancien, quelque chose qui existe à l'âge du bronze. Les villes sont fondamentalement, depuis l'origine, des centres, évidemment, d'administration des territoires, mais aussi des centres de direction des échanges entre les cités, entre les différents espaces régionaux. Perle de l'Orient pour les uns, paradis terrestre pour les autres, Damas, elle aussi, trouve ses racines dans un passé très lointain. Mentionnée dans la Bible, la capitale se déploie au pied des premiers contreforts de l'Anti-Liban. Au cœur du paysage urbain se dresse la citadelle, signe tangible de l'histoire mouvementée de la ville. Édifiée au XIe siècle par les Turcs seldjoukides, renforcée par Saladin durant les croisades, elle est utilisée ensuite comme siège des pouvoirs successifs, avant d'être transformée en prison au XXe siècle. Sa réhabilitation, entreprise depuis 1980, a très récemment permis de confirmer la date de fondation de la capitale syrienne. Une fouille importante conjointe avec une équipe française a dégagé un niveau très important. C'est le niveau du milieu du 3e millénaire, à peu près 2500 avant Jésus-Christ. Et c'est là un point très important car on a la plus ancienne attestation réelle de l'existence de Damas au 3e millénaire. On a des tessons, on a une série de poteries. Et là, on peut dire avec fierté que Damas est la plus ancienne capitale au monde qui est toujours vivante. Capitale vers l'an 1000 avant Jésus-Christ d'un royaume araméen, conquise successivement par les Assyriens, les Perses, les Grecs et les Romains, siège du califat omeyyade et métropole clé de l'Empire ottoman,
Damas résume à elle seule l'histoire du pays. Dans le périmètre étroit et resserré de ces vieux quartiers, les siècles se juxtaposent et se confrontent. Le temps s'y est écoulé inexorablement avec ce qu'il porte en lui d'irréversibilité. Foyer de la spiritualité islamique, cœur de la cité, la grande mosquée de Damas en est le meilleur exemple. Ce chef-d'œuvre architectural fut édifié au premier temps de l'islam, sur les vestiges d'une église plus ancienne consacrée à Jean le Baptiste. L'église elle-même fut construite à l'emplacement d'un sanctuaire romain dédié à Zeus Jupiter, lequel était déjà bâti sur l'aire sacrée du dieu araméen Hadad. C'est ainsi que la grande mosquée fut construite en 708 de l'ère chrétienne par le premier des souverains omeyyades, Al-Walid Ier, à l'endroit considéré par ses habitants comme le plus saint de la ville. Le calife la voulait exceptionnelle. Son édification lui coûta la totalité des revenus du pays sur 7 années. Plusieurs fois incendiée, pillée par les Mongols, restaurée et reconstruite au XIXe siècle, la mosquée n'est plus aujourd'hui que le lointain reflet de sa splendeur passée. Pourtant, elle est encore de ces hauts lieux où majesté et grandeur sont omniprésentes. Sur les façades, couraient jadis de somptueuses mosaïques de verre à fond d'or, image d'un improbable paradis. L'ensemble s'articule autour d'une cour à colonnade. Véritable place publique, elle constitue le seul espace ouvert de la vieille ville. À l'intérieur de la salle de prière, semblable à celle qu'édifia le prophète Mahomet à Médine, la ferveur religieuse est intacte. Tout près de ce haut lieu de la pensée islamique, le quartier chrétien et ses nombreux couvents témoignent de la tolérance du calife Al-Walid, qui permit aux fidèles de Jésus de continuer à pratiquer leur religion. Depuis, la tradition chrétienne est bien ancrée à Damas. L'école des Besancenot ouvre tous les matins ses portes aux enfants de confession catholique. Cours en arabe et en français y sont dispensés, de même qu'un enseignement coranique. Cet établissement, autrefois appelé Bet Shamia, constitue aussi un bel exemple de ce que fut l'art palatial en Syrie, au XVIIIe et XIXe siècle de notre ère. Dissimulés aux regards extérieurs par de hauts murs aveugles, les palais syriens répondent à la double exigence culturelle et climatique que s'impose depuis les tout premiers temps l'architecture sémitique. La tradition culturelle, tout d'abord, exige une nette séparation entre la partie publique, le selemnik, où le maître reçoit ses invités, et la partie privée, le haremlik, où se déroule la vie familiale, en l'absence de tout étranger. Au centre, une grande cour occupe souvent plus du tiers de la superficie totale et sert d'espace de communication entre les différentes parties de la demeure. La chaleur du climat, ensuite, réclame l'alternance de zones d'ombre et fraîches,
avec des zones exposées à la lumière. C'est ainsi que les espaces de vie sont tournés vers une cour intérieure, prolongée par un salon d'été de conception iranienne, l'Iwan. La combinaison de la cour et de l'Iwan font l'originalité de ces demeures, où le frémissement des feuillages et le parfum des fleurs d'oranger invitent à la rêverie, bercés par le clapotis mélodieux des fontaines. Selon les heures et les saisons, on passe d'une partie à l'autre de la maison. Cette forme de nomadisme domestique est facilitée par le choix d'un mobilier adapté. Coussins, tentures, tapis, petits coffres, tels qu'on les trouve déjà à Mari. Autrefois, chanteurs et musiciens charmaient les oreilles des invités et de leurs hôtes, tandis que l'ornement architectural, rehaussé de peintures délicates, ravissait leurs yeux. Ainsi, le goût du raffinement et du confort domestique s'est-il perpétué en Syrie depuis l'époque mésopotamienne jusqu'au XIXe siècle, où il fut sublimé. Les rânes eux-mêmes étaient richement décorés. À la fois hôtellerie et entrepôt pour les caravaniers, ces monuments servaient aussi dans les villes de lieux où se traitaient toutes les affaires. Dans cette conception raffinée de l'art de vivre à l'oriental, le hammam joue un rôle fondamental. Si les baignoires existaient déjà à Mari, elles n'avaient pas l'utilisation fréquente que l'on en fait aujourd'hui. Le hammam public est apparu avec les Romains, avant de se développer considérablement jusqu'à nos jours. Il est, avec le café et la mosquée, l'essence même du monde arabe. Ici, tout s'y est à la méditation, à l'abandon de soi, aux confidences. Réputé pour ses palais et ses hammams, Damas l'est aussi pour son artisanat traditionnel de très grande qualité. Georges Fransat est le dernier d'une grande lignée d'artisans, passés maîtres dans l'art d'assembler nacre, ivoire ou os et bois d'essences précieuses pour la fabrication de meubles d'inspiration mamelouk. Attestée à Mari et à Ebla dès le IIIe millénaire, la marqueterie demeure un savoir-faire proprement syrien. Djedji al-Bittar était l'un de mes ancêtres. C'est lui qui a inventé la mosaïque de bois. J'ai appris le métier très jeune, puis j'ai travaillé comme ouvrier. Ensuite, j'ai ouvert une boutique. J'ai fait beaucoup d'affaires avec les commerçants et les grossistes de la ville. J'ai ouvert mon atelier en 1952 et je l'ai vendu en 1996. En 1952, j'avais un très grand atelier avec 4 ou 5 ouvriers.
Quand je travaillais une pièce de mes mains, j'avais toujours du plaisir. Je la regardais. Elle avait besoin de ceci ou cela. Si elle ne s'ajustait pas bien, je la modifiais afin qu'elle soit parfaite. Si on regarde la marqueterie de maintenant, on s'aperçoit qu'on a des motifs géométriques remarquables, on a des couleurs remarquables, on a un sens de la composition tout à fait exceptionnel et un sens de la diversité de la composition. Et ce qui a changé, c'est que l'image ne met que très rarement maintenant en scène des hommes. L'islam a refusé l'image et elle a accepté le décor géométrique. Alors là, il y a une rupture, c'est très très clair. Dans la vieille ville, différents ateliers perpétuent d'autres techniques antiques, tout en intégrant les apports stylistiques des différents conquérants, comme par exemple la damasquinerie ou travail du cuivre et de l'argent. Riche de ses sables et maîtrisant les techniques du feu, la Syrie s'est également distinguée très tôt dans l'art de la verrerie. Le soufflage du verre, apparu sous l'Empire romain, permit un large développement de l'utilisation de ce matériau. Plus tard, au Moyen-Âge, les Byzantins et l'islam apportent de grandes innovations dans le style, les techniques et les décors. Damas, qui fut l'un des plus importants foyers de production verrière du Levant jusqu'au XVe siècle de l'ère chrétienne, a su ensuite former au fil du temps d'autres disciples, perpétuant le savoir-faire de leurs ancêtres. Si la renommée artisanale de la capitale syrienne a fait le tour du monde depuis des siècles, c'est aussi parce qu'elle s'est révélée, dès ses origines, maître dans l'art du commerce. En levant chaque matin leurs rideaux de fer, les artisans et commerçants de la rue Droite perpétuent en effet la très ancienne tradition marchande de cet axe historique. Aux époques hellénistiques et romaines, cette voie alors plus large traversait la cité d'ouest en est. Appelée Decumanus Maximus, elle était bordée de boutiques et d'ateliers qui, aujourd'hui encore, s'entassent pour ne laisser passer qu'une file de voitures. Celle que l'on nomme aujourd'hui la rue Droite contribue aussi fortement à l'identité de Damas. Elle raconte également l'histoire de son âge d'or, le XVIIIe siècle, au cours duquel avaient lieu les grands échanges entre Orient et Occident. Se perdre dans les souks de Damas est un voyage grisant au royaume des affaires. Humains et marchandises s'y entassent et se heurtent dans une symphonie de sons hétéroclites, de couleurs vives et de parfums enivrants. Ici, tout se vend, tout s'achète, tout se négocie. Il suffit juste d'être patient. Pas de tiroir-caisse, pas de facture, pas de bureaucratie. La parole et une poignée de main scellent le pacte sur l'honneur entre les deux parties. Lieu magique de toutes les tentations, les souks palpitent du matin au soir. Et lorsque vient l'heure de la fermeture, la foule est à nouveau happée par la vie effrénée de la ville moderne. À les voir ainsi dans leur vie quotidienne, on se demande quelle conscience les Syriens ont de leur passé. Et ils se sentent très très forts. Ils estiment qu'ils sont les plus vieux de l'histoire. Mais est-ce qu'ils ont le sentiment d'une ancienne Syrie? Ça, c'est beaucoup plus dur à dire, parce que à partir du moment où vous allez au-delà de la période turque, que vous avez l'islam, puis après, au-delà, vous avez les Romanies, ou les Byzanties. Bon, et puis tout ça, ça ne fait pas des Syriens. Un passé, on s'y accroche,
On veut le faire sien, incontestablement. Mais est-ce que c'est ressenti totalement comme étant un élément de l'identité nationale? Ça, j'en suis pas sûr. De même, le port religieux du voile révèle des enjeux complexes qui brident la féminité en même temps que la vie sociale, politique et économique du pays. Ce bas-relief de Palmyre révèle pourtant que cette tradition vestimentaire est bien antérieure à l'islam. Le tout est de savoir quelle signification on donne au voile. Entre le port religieux du voile et l'interdiction à la femme de montrer le moindre poil de ses sourcils, ben c'est quand même pas la même chose que de se mettre un voile parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a de la poussière et qu'on s'en protège. C'est pas le fait de porter un voile. Un voile n'a pas de sens en soi, mais quand on en fait un problème d'appartenance religieuse, ethnique, tout ça, là, ça a une signification. Quand je suis arrivé en Syrie, il n'y avait pratiquement pas de femmes voilées. Or, il faut bien constater que depuis une vingtaine d'années, il y a un retour total au voile et au fait que les femmes sont dans des habits stricts qui n'ont plus rien à voir avec la modernité occidentale, qu'elles sont toutes voilées et qu'elles n'ont plus cette apparente liberté dont elles jouissaient avant. Comment alors appréhender l'imaginaire d'un peuple, les réalités et les préoccupations quotidiennes d'une nation happée par le politique et le religieux? Rien de tel alors que la création artistique, pour comprendre les aspirations qui animent aujourd'hui les intellectuels syriens, et par extension leurs concitoyens. Si beaucoup vivent en exil pour jouir de leur liberté d'expression, d'autres ne peuvent se résoudre à quitter Damas, où ils puisent leur inspiration. L'artiste est nécessairement influencé par son environnement. Mais cela est d'autant plus vrai dans une grande ville comme celle où je vis. Damas possède un charme spécial. C'est vraiment une ville envoûtante. Mon travail ne serait pas le même si je ne vivais pas ici. Toutes les personnes qui me sont proches, mes amis, les artistes que je côtoie, vivent à Damas. Et c'est important pour moi. De manière inconsciente, bien sûr. Mais tout cela m'influence et nourrit mon travail. Le sujet qui m'absorbe aujourd'hui pourrait être traité dans une autre ville. Tout ce que je produis tourne autour du concept « homme », sans article défini. Ça pourrait donc être réalisé n'importe où. Mais en tant qu'artiste, je ne crois pas que je serais devenu ce que je suis.
un sculpteur, dans une autre ville. Moi, je suis né ici. Donc, je vais forcément un peu exagérer en parlant de Damas. L'ambiance qui y règne est très prenante. Dans chacune des rues, de vieilles pierres voisinent avec des bâtiments modernes. Ce sont 2000 ans d'histoire qui nous regardent. L'artiste ressent avec une grande intensité ce contraste entre passé et présent, suscitant chez lui 1001 interrogations. Les couleurs que l'on voit dans la ville m'influencent. D'ailleurs, on les retrouve dans mes toiles si on y prête attention. J'utilise le blanc, comme le jasmin, beaucoup de bleu, comme le ciel de Damas. Le rouge carmin aussi, qui crée à la fois un contraste et un dialogue permanent avec le bleu. Damas est une ville magique pour tout artiste. Plus largement, la Syrie envoûte tous ceux qui la connaissent. Pour moi, c'est un pays que je trouve passionnant parce que c'est un pays qui est en pleine mutation, bien entendu, même si, comme on l'a vu, il y a des tas d'éléments de la tradition qui subsistent. C'est surtout une certaine forme d'alliance entre l'homme et le paysage. La diversité des paysages, la diversité des hommes, leur façon de voir le monde dans lequel ils vivent. Puis alors il y a cet univers très étonnant de ces citadins que vous retrouvez d'une ville à l'autre, de Beyrouth à Damas, de Damas à Bagdad, où vous retrouvez des éléments très identiques, avec les mêmes familles, avec les mêmes grandes familles, des gens qui appartiennent à la famille, mais qui habitent Damas ou qui habitent Beyrouth. Ça, ce sont des fils de société qui m'intéressent énormément. De tous ceux qui s'installèrent ici, les uns ont aimé profondément ce pays, les autres l'ont occupé. Certains l'ont ruiné, embrasé, déserté, pillé. D'autres, enfin, lui promettent un avenir incertain. Creuset de formation des civilisations anciennes d'Eurasie, au lieu de rencontre des peuples du Levant et du Couchant, la Syrie est aujourd'hui devenue le cœur de cible d'un Orient explosif. Plus que jamais, cette terre se révèle d'une immense valeur, aussi précieuse que fragile.